Docteur sans E. Toute récente, puisque je me rappelle l'intitulé de votre thèse, La campagne romantique en France, stratégie publicitaire de promotion de la littérature romantique entre 1820 et 1830. Vous aviez des perspectives de travail beaucoup plus larges au départ, et comme la communication que nous venons d'avoir, on était obligé de se limiter à une petite tranche, donc soutenu sous la direction de Brigitte Diaz à Caen en décembre 2022, donc tout à fait récemment. Et donc là, on a vu l'image de champion de la légitimité que finalement Chateaubriand voulait que l'on garde de lui. On vient de voir les images au sens propre diffusées, euh, diffusées dans l'Europe entière et pour des décennies, qui fixent aussi l'image de l'auteur, justement, comme je le disais tout à l'heure, l'image d'Atala. Donc là, l'image, quelque chose qui est revendiqué par Chateaubriand plus d'une fois, mais dans les mémoires d'autres tours aussi, de père du romantisme, image qu'on lui colle ou image qu'il construit. Si j'ai bien compris, c'est ça votre problématique. À vous. Je vous remercie pour cette introduction. Alors, c'est vrai que s'intéresser à Chateaubriand dans son image d'écrivain sous la Restauration pourrait apparaître un petit peu plus inopportun que à son image d'homme politique, de journaliste. Mais il faut quand même rappeler effectivement que ces célèbres ouvrages, Atala, René ou encore Le génie du christianisme, appartiennent davantage au Premier Empire. D'ailleurs, même pour les martyrs, il avait fait ses adieux aux Muses en 1809. Et pourtant, c'est bien la Restauration qui va le consacrer, ou le sacrer, non seulement grand écrivain, mais aussi véritable père du romantisme. C'est donc précisément au moment où Chateaubriand jette, je cite Chêne-Dolé, un sourire de dédain sur sa gloire littéraire et ne rêve que place, dignité, grandeur, qu'il accède au rang de Dieu parmi les hommes. Certains diront Sachem, d'autres père, protecteur, fondateur. C'est une couronne bien lourde à porter, d'autant plus lourde qu'elle fait de Chateaubriand un peu, sans le vouloir ou en le voulant sans le dire, l'origine de la littérature moderne, d'une nouvelle école, le père de nombreux enfants fougueux, révoltés, les romantiques, voire leur aïeul, un aïeul cependant encore jeune et bien vivant, aïeul debout, dira Sainte-Beuve. C'est que si Chateaubriand ne se mêle pas ou peu de littérature sous la Restauration, cette période n'en offre pas moins une pleine effervescence littéraire. Pensons à 1820 et les méditations poétiques de Lamartine. Ces œuvres qui vont exprimer un renouveau poétique dans l'inspiration, peut-être plus que dans le style alors, offrent un paysage inédit dans le champ littéraire. À ces œuvres s'ajoutent discours et débats autour de la question littéraire, incarnés par la fameuse querelle entre les romantiques et les classiques, qui rejoue peu ou prou la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle. Alors, si Chateaubriand n'est a priori pas précisément actif dans la production littéraire, on le relit à la lumière de ces perspectives nouvelles. On éclaire rétrospectivement l'apport et l'influence de ses œuvres sur la littérature du moment. On se le réapproprie même, on s'en réclame et surtout, on lui offre un rôle déterminant dans la naissance du romantisme. C'est donc à ce sacre romantique de Chateaubriand sous la Restauration, à la fois par éclairage rétrospectif, mais aussi par conscience du bénéfice de ce sacre pour le romantisme naissant, que je souhaiterais aujourd'hui consacrer cette communication. Alors, sous la Restauration, Chateaubriand est déjà depuis longtemps une célébrité littéraire. Que l'on ne me reproche pas le terme de célébrité, qu'on pourrait croire malvenu, puisqu'il existe bien à l'époque, et il se déploie notamment autour des années 1830, et d'autre part, il s'accorde ce terme parfaitement avec la considération dont jouit Chateaubriand à l'époque. On pourrait même aller jusqu'à dire que Chateaubriand crée une mode avec les succès d'Atala, plus particulièrement, des martyrs aussi. En témoigne par exemple la tendance à l'imitation des personnages romantiques. Antoine Jay s'en amuse en voyant un jour apparaître dans un salon littéraire une jeune dame habillée en Véleda. Mais le phénomène Chateaubriand va bien au-delà de cette mode vestimentaire. De nombreux témoignages attestent de l'engouement que provoque la lecture des œuvres de Chateaubriand, comme cette confession de l'abbé Charles-François Pinchot,
confession qui va jusqu'à l'exaltation. Il dit être contraint de sécher d'abondantes larmes de religion et d'admiration. Donc je le cite encore, « Je dévore vos ouvrages dont la mélancolie me tue, en faisant néanmoins mes délices. C'est une ivresse. Comment avez-vous pu écrire de pareilles choses sans mourir ?» Chateaubriand lui-même n'hésite pas à rappeler, non sans orgueil, les témoignages d'admiration qu'il recevait à l'époque de ses premiers succès littéraires. Voyons-en un exemple dans les mémoires d'Outre-Tombe. « J'étais enseveli sous un amas de billets parfumés. Si ces billets n'étaient aujourd'hui des billets de grand-mère, je serais embarrassée de raconter avec une modestie convenable comment on se disputait un mot de ma main, comment on ramassait une enveloppe suscrite par moi, et comment, avec rougeur, on la cachait en baissant la tête, sous le voile tombant d'une longue chevelure. » Alors, cet extrait rend bien compte de la vague d'adoration dont Chateaubriand a été l'objet. Ce n'est pas là une invention flatteuse de sa part, si l'on en croit toute cette admiration qu'il suscite. On peut penser à Madame de Custine qui, je cite, l'a déifié dans sa pensée, le mot est fort mais elle l'emploie, ou encore à Marie d'Agoult, un petit peu plus tard, qui appartient donc à une autre génération, et qui disait que Chateaubriand était un être à part, un homme au-dessus de tous les autres, et elle ose le dire, un demi-dieu. Delphine de Custine, pour elle, c'était un dieu. Pour Marie d'Agoult, c'est tout de même un demi-dieu. Alors, effectivement, que la Restauration couronne cet écrivain qui était déjà célèbre et célébré n'étonne pas. Mais alors, qu'en est-il de son rapport au romantisme, à cette nouvelle école à laquelle il va se trouver associé de façon privilégiée ? Alors, dès le début du siècle, il faut le rappeler, Chateaubriand, il sent l'avènement d'une révolution en littérature. Il n'exprime pas dans les mêmes termes que Victor Hugo, qui dit en 1824 que la révolution littéraire était le résultat de la révolution politique. Mais dans sa critique de la législation primitive de Bonald, en admirable prophète, il annonce la littérature romantique avant l'heure, et sans la nommer pour autant, sans pressentir la victoire de l'école romantique. La littérature française va changer de face. Avec la Révolution vont naître d'autres pensées, d'autres vues des choses et des hommes. Il est aisé de prévoir que les écrivains se diviseront. Les uns s'efforceront de sortir des anciennes routes, les autres tâcheront de suivre les antiques modèles, mais toutefois en les présentant sous un jour nouveau. Il est assez probable que les derniers finiront par l'emporter sur leurs adversaires, parce qu'en s'appuyant sur les grandes traditions et sur les grands hommes, ils auront des guides bien plus sûrs et des documents bien plus féconds. Alors à l'aube de la Restauration, Chateaubriand ne croit pas encore fermement en une victoire de la nouvelle école, mais il sait qu'il faut, je le cite, se frayer d'autres chemins, en littérature comme en politique d'ailleurs, quitte à être, je le cite, littérairement bizarre. Mais malgré ces déclarations finalement assez explicites, l'image littéraire de Chateaubriand reste encore assez écartelée. Hugo en fait un classique au même titre que Racine, tandis que le journaliste Thiessé, bon, pas forcément très sympathique vis-à-vis de Chateaubriand, dans les lettres normandes, l'accuse de dédaigner être classique, et pire encore, d'avoir fondé une école littéraire et politique qui, à ses yeux, pervertirait le génie français. Je le cite, « Il s'est placé pour ainsi dire sur les limites de la bonne littérature française, il en a marqué la décadence, et si son école, alors il y a une école de Chateaubriand, triomphe, cette décadence est certaine. Telle est même l'imminence du danger que des hommes du parti de M. Chateaubriand se sont crus obligés de le signaler. » On a vu M. Hoffmann, lui aussi pas très sympathique vis-à-vis de Chateaubriand dans le journal des débats, prouver beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire combien M. de Chateaubriand a fait de mal à la littérature, combien ses beautés sont trompeuses, combien son école peut devenir funeste. Donc pour Thiessé, il est certain que Chateaubriand incarne une nouvelle école, pas encore intitulée romantique. Pour autant, Victor Hugo, lui, est plutôt enthousiaste à l'idée que Chateaubriand pourrait incarner ce renouveau, et c'est ce qu'il écrit en juin 1824 dans La Muse française, au moment de la mort de Lord Byron, lui aussi, autre père du romantisme. Donc, il dit à propos de Chateaubriand, « Avec ses inspirations sublimes, il a satisfait aux premiers besoins de la société ranimée. Sa voix est pareille au chant du phénix renaissant de sa cendre. Autrement dit, il apporte du nouveau, et un nouveau qui est adapté à la société actuelle. » Et faire du neuf, c'est précisément l'un des impératifs du romantisme. On en trouve de nombreux exemples. Alors qu'on le loue ou le blâme, partisans ou détracteurs d'une littérature nouvelle reconnaissent à Chateaubriand une adéquation assez unique de l'auteur avec son temps.
et sa société, qui autorise donc au moment de la Restauration, c'est-à-dire au moment où la question littéraire est au cœur des discussions, d'imaginer une identification au romantique, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger. J'en donne juste un exemple. Dans un numéro du 12 avril 1822 du Morning Herald, vous avez maintenant le bonheur de posséder le célèbre et romantique vicomte de Chateaubriand. Célèbre et romantique vicomte. Donc si non seulement Chateaubriand est désigné comme romantique, il est d'autant plus qu'il est intégré au réseau romantique de la Restauration. Prenons simplement l'exemple de l'Advocat, les célèbres éditeurs des romantiques, qui va l'accompagner dans la publication de ses œuvres complètes. Donc finalement, si l'exaltation romantique, telle qu'elle l'a exprimée dans ses premières œuvres, semble être un petit peu moins présente sous la Restauration, Chateaubriand sait qu'il doit tout de même prendre position dans ce paysage littéraire, rendre compte de ses choix, et c'est sur ces choix-là d'ailleurs qu'on l'attaque. Mais il va tout de même essayer, malgré, dit-il, une oreille demeurée classique en contradiction avec son esprit romantique, il va oser s'affirmer un petit peu plus dans cet esprit romantique, et notamment autour d'une œuvre. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de productions littéraires, mais il y en a quand même une oubliée de l'histoire, Moïse. Moïse, vous avez Delphine de Custine, parce que oui, je suis aussi présidente de la Société des Amis de Custine. Delphine de Custine a représenté Chateaubriand lisant sa tragédie Moïse en 1821. Alors effectivement, Moïse va jouer un rôle important, et c'est Astolphe de Custine qui va le rappeler. Monsieur de Chateaubriand vient de venir passer 8 jours avec nous, pendant lesquels il nous a lu ses mémoires et Moïse. Nous l'avons laissé se reposer de la politique, il n'en a pas parlé. Et de même, il dit à Claire de Duras, donc ça fait écho avec ce que Custine raconte, dans ce bon château, on ne parle point politique. Donc il a envie aussi de s'intéresser, de reprendre le flambeau littéraire, et sa tragédie, Moïse, en est un exemple. Donc vous voyez sur l'image le château de Fervaques, le château des Custines. Alors pour sa tragédie, Moïse, il avait en fait conçu un cycle de 3 œuvres, il n'en fera malheureusement qu'une. La première sur un sujet antique, dans le système complet de la tragédie grecque, la seconde sur un sujet emprunté de l'écriture, donc Moïse, et la troisième sur un sujet tiré de l'histoire des temps modernes. Donc il n'écrira, vous l'avez compris, que la seconde, mais c'est intéressant de noter quel avait été son troisième projet inachevé et qu'il développe un petit peu plus loin. Saint Louis eût été le héros de ma tragédie romantique, je n'en ai rien écrit, tragédie romantique, le mot est présent, donc c'est autour des années 1830, et Chateaubriand, finalement, confesse avoir eu, avant 1830, un projet dramatique parfaitement inscrit dans les productions modernes, ce qui témoigne de sa volonté de se ménager une place dans le champ littéraire en pleine reconfiguration, et de son sens de la stratégie littéraire, quand bien même il n'y aura en vérité aucune tragédie romantique. Alors je ne sais pas si Saint-Louis aurait eu le succès d'un Henri III de Dumas ou d'un Hernani, on ne sait pas, on ne le saura jamais, mais quoi qu'il en soit, pour Chateaubriand, c'était un projet qui était réel. Alors beaucoup, dit-il, ont voulu voir dans cette tragédie une diversion en faveur de cette pauvre école classique, si battue, si délaissée. Ils ont imaginé dans la réception que c'était une sorte de mea culpa de Chateaubriand. Il dit « Je devais bien quelques réparations à cette pauvre école classique, moi, l'aïeul, ça y est, lui-même l'emploie ce terme, du romantique par mes enfants sans joug, Atala et René. » Aussi, Chateaubriand affirme que sa tragédie avait suscité des attentes dans le camp classique, mais il les détrompe. Je pense, dit-il, que cette variété de scènes donnerait peut-être à Moïse un mouvement qui manque trop. Il en faut convenir à la tragédie classique. Donc, pas tout à fait une tragédie classique, mais pas non plus un drame romantique. C'est ce qu'il dit encore dans cette préface à Moïse. « Quand j'aurais fait Athalie, le temps était-il propre aux ouvrages de cette nature, aux ouvrages entachés de classique et de religion ? Le public ne voulait plus que de violentes émotions, que des bouleversements d'unité, des changements de lieu, des entassements d'années, des surprises, des effets inattendus, des coups de théâtre et de poignards. » Il résume un petit peu en allant dans la caricature, le drame romantique, mais il sait bien que son Moïse n'est pas du tout un drame romantique. Donc, malgré tout, il n'est pas si surprenant qu'écrivain reconnu, dont les œuvres le rattachent, si ce n'est au romantisme français, du moins à l'école moderne,
il n'est pas si surprenant qu'on associe Chateaubriand au romantisme et même qu'on lui donne un rôle aussi décisif dans la campagne romantique. Et c'est peut-être moins le fait de lui-même que de ses lecteurs et admirateurs. Il ne pourra pas être le chef de l'école romantique, mais il en sera le père. Rôle assez commode pour laisser le champ libre à la conquête des jeunes romantiques ambitieux. Et Chateaubriand le sait, on reprendra sa célèbre formule, « à vous, messieurs ». Alors, il y a eu de nombreux lecteurs qui, sous la Restauration, ont été, comme je reprends encore ce beau néologisme de Marie Dagout, chateaubrianisés, enthousiasmés par la lecture d'Atala, de René, des Martyrs. Au-delà de Marie Dagout, on peut en citer beaucoup. Je vais particulièrement m'intéresser à Astolphe de Custine parce que comme j'ai le projet d'éditer sa correspondance, j'ai moi aussi quelques inédits à vous transmettre. Et puis aussi à Victor Hugo, qui lui-même entend bien fonder l'ère nouvelle préparée par Chateaubriand. Alors l'influence de Chateaubriand provoque deux mouvements. D'abord, la pure admiration, puis l'imitation volontaire ou alors l'inspiration plus ou moins consciente. En août 1816, lorsqu'il reçoit le prix de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse, Jules de Rességuier, un autre personnage important oublié de l'histoire, confesse sa dette à l'égard de l'œuvre de Chateaubriand. Je le cite, « Au nombre des auteurs qui ont répandu le plus de charme sur ma vie, il m'est impossible de ne pas citer M. de Chateaubriand. » Alors, il ajoute que malheureusement cette école littéraire est dangereuse et qu'il ne faut rien en faire. Il fait très attention aussi, Jules de Rességuier. On est encore dans un moment où c'est prendre un risque que de s'affirmer romantique, ou en tout cas de s'attacher à l'école moderne. En revanche, si Chateaubriand sous la Restauration provoque l'enthousiasme pour son œuvre littéraire, ce n'est pas le cas pour son rôle politique. Beaucoup sont très déçus par le rôle qu'il endosse, puisque c'est au détriment de son rôle d'écrivain. Il y aurait plusieurs personnalités à citer, comme Vigny, Hugo ou Custine. Je citerai Victor Hugo, dans son ode à Monsieur de Chateaubriand, « Aussi, dans une cour, dis-moi, qu'allais-tu faire ?» Mais l'auteur n'en reste pas moins aux yeux de Hugo couronné de fruits d'or. Donc l'imitation de Chateaubriand, c'est un phénomène reconnu, mais justement qui inquiète beaucoup les détracteurs d'une langue et d'une littérature nouvelle. Morellet va notamment s'inquiéter des éloges que l'œuvre reçoit comme un modèle, il présente l'œuvre comme un modèle à l'admiration de nos jeunes écrivains qui peuvent être tentés d'en imiter les défauts mêmes. Et puis bien sûr, ce que Rességuier disait de cette école dangereuse. Donc, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que dès 1816, il est question d'une école de Chateaubriand. Alors, Custine donne à l'influence de Chateaubriand une influence qui va bien au-delà de la langue et de la littérature, que l'on pourrait qualifier de morale. Et il s'en ouvre notamment à son ami Lagrange, lorsqu'il présente Chateaubriand, je le cite, comme étant de tous les hommes de son pays, celui qu'il aime le plus avoir et qui, dans sa première jeunesse, a eu le plus d'influence sur lui. Donc vous avez une première citation. « René et son auteur, qui furent mes premiers guides dans ce monde, m'ont fait bien du mal en me rendant orgueilleux d'une disposition d'âme que j'aurais dû combattre. Je m'en suis aperçu, je n'ose dire à temps, je n'ose dire trop tard. C'est la suite de ma vie qui le décidera. » Autre citation, donc vous voyez qu'il y a quand même Chateaubriand est assez obsessionnel dans la correspondance de Custine, il a joué un rôle très important. Je suis sans doute un de ses plus mauvais ouvrages, car il y a travaillé sans y penser. Mais je me rappellerai toute ma vie l'impression profonde que son imagination mélancolique faisait sur ma jeune tête. Son souvenir se confond avec les premières lueurs de ma pensée, et il trouvera toujours en moi un cœur vraiment dévoué. Depuis que mon goût s'est modifié, il a beaucoup perdu littérairement dans mon esprit. Donc, Chateaubriand montre dès lors que cette influence ne durera pas et qu'il est nécessaire pour lui de prendre ses distances avec Chateaubriand. Alors, pourquoi j'ai choisi Custine? Non pas seulement parce que je travaille particulièrement sur cet auteur, mais parce qu'il me semble qu'il va exprimer ce que la génération porte en elle. Il va se faire le porte-parole de cette génération, en disant notamment que la formation de son esprit et de son cœur a été profondément influencée par Chateaubriand, et qu'il va tenter tout de même de s'y soustraire. Je trouve que ce passage est assez éclairant. Malgré les efforts que j'ai faits pour me soustraire à son empire, malgré de longues absences, malgré ses propres conseils
et le soin qu'il a pris lui-même d'effacer en moi les premières impressions qu'il avait produites et dont il craignait la vivacité, je reconnais à chaque occasion dans mon cœur inquiet l'écho des sentiments et des paroles de René. Je ne puis me rapprocher de son auteur sans m'effrayer de tout ce que je trouve en moi d'analogue à sa tristesse innée. Donc, tentative de se détacher de cette influence, mais c'est difficile, et on le voit avec son premier roman, Aloïs, publié en 1829. Il dira même plus tard, en 1852, que c'était une empreinte effacée de René, mais qu'il a tâché depuis de jeter loin de lui cette écume. Je le cite, « Il serait dur que le disciple prît le maître au sérieux, quand le maître se moque d'eux et de tout. » En dernier exemple, nous pourrions citer les quelques lignes que Marie Dagout consacre à la passion de sa jeunesse pour Chateaubriand, et c'est à nouveau, elle peut se présenter à nouveau comme un porte-parole de la génération qui suit. Custine est née en 1790 et elle en 1804. « Je me croyais, moi aussi, en proie aux vagues des passions, à cet ennui de source divine dont Chateaubriand répandait de sa coupe enchantée sur toute ma génération la dangereuse ivresse. » L'ivresse revient beaucoup chez les admirateurs de Chateaubriand. « J'étais chateaubrianisée, enfin, de telle sorte qu'il ne fallut pas moins de 2 révolutions et de toute la puissance d'affranchissement pour m'arracher à ce grand fascinateur, à ce Jean-Jacques aristocratique qui régnait alors sur la jeunesse, sur les femmes en particulier, d'un empire aussi absolu que celui du Jean-Jacques plébéien sur le siècle qui venait de finir. » Donc très tôt, Chateaubriand apparaît comme cette figure tutélaire et inspiratrice de la nouvelle école littéraire. Alors cette admiration passionnée, ces imitations suscitées en littérature ne datent cependant pas de la Restauration, on le sait, elles sont bien antérieures, mais pourquoi la Restauration va se distinguer dans cette considération de Chateaubriand comme père du romantisme? Eh bien c'est à cause du contexte de la querelle des classiques et des romantiques, qui s'enflamme particulièrement en 1824, puisqu'en 1824, grand événement, le discours sur le romantisme d'Auger. En fait, on se demande où placer le mot, si l'on doit intégrer le mot romantique dans le dictionnaire de l'Académie. Auger dit non. Voilà, non, en gros. Et ça va développer, vont se déployer plusieurs discours, plusieurs brochures pour aller ou à l'encontre du discours sur le romantisme d'Auger, ou pour suivre ses inquiétudes. Donc finalement, Chateaubriand là, va pouvoir jouer un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que pour que la littérature romantique puisse s'imposer, puisqu'on voit bien que l'Académie et toutes les institutions y sont opposées, il faut que cette littérature romantique elle soit légitimée par une figure qui soit reconnue. Et là, Chateaubriand, figure influente et reconnue, pourrait être une caution littéraire possible. Alors, finalement, il répond à un besoin pour la promotion de l'école romantique de se créer une généalogie qui soit noble, qui soit digne à partir d'autorités fondatrices spirituelles, astres lointains, morts ou absents, qui donnerait une direction au romantisme. Et cette recherche d'une généalogie est d'autant plus importante que pour la Restauration, ça réactive le souvenir du parricide commis à travers la décapitation de Louis XVI. On rappelle ce que disait le duc de Chaulier dans les mémoires des 2 jeunes mariés, la Révolution aurait coupé la tête à tous les pères de famille, donc rétablissons au moins, ou donnons un père au romantisme. Donc, quel pourrait être ce père pour le romantisme? Plusieurs noms possibles: André Chénier, Bernardin de Saint-Pierre, Goethe, Schiller, Shakespeare, Walter Scott, Byron, Madame de Staël ou encore Chateaubriand. Mais Chateaubriand, il a un avantage sur les autres. Non seulement il est français, pour les romantiques français c'est tout de même important, mais aussi il est vivant, il est debout, puisque Bernardin de Saint-Pierre meurt en 1814, Madame de Staël en 1817, et Byron mourra en 1824, et puis de toute façon, il n'est pas français. Donc c'est Chateaubriand qui va devenir prioritairement le grand ancêtre vénérable du romantisme. Donc c'est le rôle qu'il va pouvoir jouer, et c'est ce que Sainte-Beuve rappelle. Monsieur de Chateaubriand, qu'il faut toujours nommer d'abord non seulement comme le premier en date et en rang, mais aussi comme le plus durable, comme l'aïeul debout qui a vu naître, passer et choir bien des fils et petits-fils devant lui. Alors lui dit aïeul debout, d'autres diront promoteur, protecteur, chef de la nouvelle école, père, fondateur de l'école romantique selon l'abbé Gossier qui intervient dans les discours sur le romantisme à Rouen. Et même l'antiromantique Saint-Chamond va le considérer comme le fondateur de l'école romantique. Donc dans ce besoin de légitimation vont aussi fleurir sous la Restauration les premières histoires du romantisme. Pour
pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle ait une histoire, il faut qu'elle ait presque une mythologie. Et je choisirais donc l'histoire du romantisme publiée en 1829 d'Eugène Rontet, qui n'hésite pas à filer la métaphore paternelle. Je vous cite. « Ce fut en l'année 1801, année de la publication d'Atala, que l'enfant, le romantisme, naquit en France. Chateaubriand fut son père. Les 5 volumes du génie du christianisme furent les langes dans lesquels on l'enveloppa. Depuis cette époque, il a bien des fois changé d'habit, mais il ne faut pas oublier sa léguette. » Alors, ça fait sourire, vous, ça vous fait sourire, mais ça fait sourire aussi les détracteurs du romantisme, hein, notamment Antoine Madrol en 1834, qui s'étonne qu'on prenne un chef décrépit pour chef du romantisme, ou encore Scipion Marin, alors complètement oublié, d'ailleurs ce n'est pas son nom, c'est un pseudonyme, qui se moque de ce nouveau sacerdoce littéraire dans sa pièce satirique du même nom, parodiant, alors là il parodie à la parole de Sainte-Beuve, la fascination qui est assez proche d'un fétichisme pétri de religiosité que l'on retrouve chez les romantiques. Mais le sacerdoce des lettrés a aussi son chef, son archevêque, que dans la tourmente une main du peuple touchait un seul cheveu de M. de Chateaubriand, l'indignation publique eût fait justice du profane, du sacrilège. Les plus fougueux démagogues se seraient jetés entre le peuple et l'écrivain, présentant leur propre sein au pic. C'est que le sacerdoce lettré vit dans les cœurs. Alors, on le voit bien, un tel rôle de père du romantisme ne met cependant pas Chateaubriand à l'abri des virulentes critiques. Aïeul ou pas, puisqu'il est encore debout, il peut être une cible privilégiée des anti-romantiques qui l'accusent d'être à l'origine de tous les maux apportés par cette littérature nouvelle. Je ne vous en donnerai qu'un exemple. Un certain Santo Domingo, qui réécrit les animaux malades de la peste en les écrivains malades de la peste, où la peste, c'est évidemment le romantisme, suivant l'image pathogène que les classiques associent volontiers au romantisme, et où l'agent de la contamination, c'est Chateaubriand, propagateur des nouvelles doctrines littéraires, qui plus est venu d'Allemagne. Comment prouverais-je qu'il est le père, le promoteur, le chef de la nouvelle école, et qu'il a fécondé, développé le germe du schisme germanique, véritable épidémie de la scène littérature. La scène littérature étant bien sûr la littérature classique. Alors si faire de Chateaubriand le père du romantisme répond indéniablement à des enjeux collectifs pour le romantisme, cette stratégie va jouer par contre-coup un rôle essentiel dans la postérité de Chateaubriand. Pourtant, la posture de Chateaubriand, parce que là je vous ai dit ce qu'on dit de Chateaubriand, mais lui, qu'en pense-t-il de cette étiquette qui lui est attribuée? Eh bien cette posture, elle est assez ambiguë. Ces mouvements sont contradictoires, tantôt on le voit assumer avec fierté ou avec un peu de culpabilité aussi, cette paternité plus ou moins inattendue, tantôt on le voit la nier, voire l'abjurer. Dans une lettre au journaliste Claude Aucher, vers le 20 janvier 1835, il reprend à son compte la métaphore paternelle. Je le cite, « Vos vers sont charmants, monsieur. » Il rappelle cette politesse de nos anciennes mœurs dont mes enfants, les romantiques, auraient bien dû garder quelque chose. Ironie ou non à l'égard de cette paternité a priori involontaire, Chateaubriand n'en reconnaît pas moins ce statut que la notoriété lui a attribué, voire il s'en réclame. Mais il y a tout de même une distance critique, et c'est dans une lettre à Juliette Récamier que je voudrais vous donner l'exemple de cette distance critique. Donc il réagit à l'idée de la destruction de Saint-Germain-l'Auxerrois et déplore que les romantiques ne se révoltent pas eux-mêmes. Donc à Juliette Récamier. Que sont donc devenus vos romantiques? On porte le marteau dans une église et ils se taisent. Oh mes fils, combien vous êtes dégénérés! Faut-il que votre grand-père, là il devient grand-père, élève seul sa voix cassée en faveur de vos temples? Vous ferez une ode, mais durera-t-elle autant qu'une ogive de Saint-Germain-l'Auxerrois? Donc Chateaubriand espère trouver dans les romantiques un écho à ses pensées, à ses combats, mais il mesure sa place d'aïeul en se séparant des romantiques par une génération supplémentaire. Il n'est plus le père, il est le grand-père. Et dégénérés sont les romantiques, ils auraient finalement perdu l'énergie, la force de la lignée de Chateaubriand, qui finalement n'en éprouve pas moins de culpabilité. Alors non seulement Chateaubriand reprend à son compte ce rôle de père du romantisme, mais il le prend très très au sérieux. Et il l'assume en remplissant son devoir de père spirituel. Il répond presque immédiatement aux écrivains qui lui adressent des lettres pour lui demander avis sur l'œuvre littéraire, et il y répond, parfois modérant aussi les excès, notamment ceux de Philothée Onédi dans Feu et Flamme,
qui s'excuse de modérer les excès de ce jeune poète en disant « René a pris des années et il prêche ses enfants ». Pour autant, Chateaubriand ne tient pas toujours le même discours, et c'est ce que nous dit Paulin Paris dans son Apologie de l'école romantique. On assure aujourd'hui que M. de Chateaubriand, sans doute par l'habitude de brûler tout ce qu'il adorait, récuse l'école romantique et se défend de lui avoir jamais rien dû. Les dénégations du noble père ne prouvent rien ici. Il doit nous prouver qu'il a toujours été incapable de toutes ses fautes avant d'être absous de l'accusation de romantisme. Donc il y aurait une dissension profonde entre ce qu'est Chateaubriand, ses discours d'abjuration sur le romantisme. Enfin, on le voit, si Chateaubriand ne sait plus quelle partie adopter face à cette image de père du romantisme, il est assez clair qu'il va bénéficier de cette postérité. Autrement dit, les romantiques, par cette généalogie imaginaire, vont alimenter sa notoriété, ce qui n'est pas pour lui déplaire, je vous rappelle, il est dévoré du démon de la publicité dès 1815, selon François de Jaucourt. Donc, dans ce souci qu'il a de fixer son image aux yeux de la postérité, le statut de père du romantisme lui va fort bien. Et on le sait, que de toute façon, il est maître dans les habiles campagnes publicitaires, et cela dès Atala. Alors la publication des œuvres complètes sur laquelle il aurait fallu s'arrêter plus longuement, mais le temps est court, qui va de la ville jusqu'au pressoir, comme disait Anna de Noailles. Donc je ne vais pas m'attarder sur les œuvres complètes de l'avocat, mais c'est une entreprise qui montre combien il veut coller à cette image de romantique, notamment en décidant de rattacher Atala et René aux aventures du dernier Abencerrage, et donc de mettre en valeur sa production fictionnelle, puisqu'il sent aussi que le genre romanesque est en plein essor. C'est une façon aussi pour lui de rajeunir son image, de reconquérir la voix porteuse du romantisme. Donc, autre exemple au-delà des œuvres complètes de l'avocat, c'est les œuvres romantiques de Monsieur le Vicomte de Chateaubriand. Donc là, l'adjectif est présent. C'est par l'éditeur de Landine de Saint-Esprit. Et donc Chateaubriand accepte cette étiquette, qui est une opération commerciale, associer Chateaubriand au romantisme dans l'imaginaire collectif. Alors, pour conclure, si Chateaubriand avait eu la gloire sous l'Empire, il se serait donc donné à l'ambition politique sous la Restauration, et bien c'est que l'histoire littéraire s'est écrite selon une voie qui n'est peut-être pas la plus vraie, puisque c'est précisément à cette époque que l'image de Chateaubriand comme père du romantisme, voire incarnation du romantisme, va se diffuser. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, c'est sous la Restauration qu'il y a la querelle entre les romantiques et les classiques, et que donc il y a nécessité à ce que l'école romantique se donne un père qui est une figure influente, Chateaubriand. Ensuite, Chateaubriand, précisément parce qu'il joue un rôle politique, pourrait servir le romantisme, d'autant mieux qu'il a ses appuis possibles. Enfin, ce rôle de père du romantisme entre en parfaite coïncidence avec la monarchie restaurée qui cherche à réhabiliter les valeurs de l'ordre, puisque l'école romantique se cherche un ordre dans ses débuts, la valeur aussi de la famille, bafouée sous la Révolution française, et que les romantiques, finalement, dans leur début, essayent de réactiver. Donc finalement, Chateaubriand renaît sous la Restauration à la faveur de l'émergence d'un scénario octorial. Ce scénario aura profité à l'avènement du romantisme, mais aussi à Chateaubriand. Ce titre lui sera même resté. Théophile Gautier, beaucoup plus tard, comme je vous l'ai dit, choisira la variante plus de Sachem du romantisme. Alors si l'on considère la richesse et la complexité du mouvement romantique, peut-être nous faudrait-il nuancer et préciser que Chateaubriand serait plus justement le père d'un certain romantisme, celui né sous la Restauration. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que 200 ans après, nul ne saurait le contester, tant l'imaginaire collectif a laissé son empreinte durable. Chateaubriand, père du romantisme, est resté pour nous comme une grande image survit seule au réveil dans un songe effacé. Et c'est Lamartine qui termine cette communication. Je vous remercie. On vous remercie beaucoup, Samantha, d'autant plus que vous avez réussi à tenir le temps, même si on a bien compris que vous avez sabré un certain nombre de choses sur la fin de votre travail. C'est bien dommage, on pourra le lire en revanche dans la publication. Y a-t-il des questions ou commentaires sur M. Jean-Jean? Alors, non pas une question, mais ériger Chateaubriand en père du romantisme dans les années 1820 est d'autant plus facile que les romantiques 1820 sont majoritairement contre-révolutionnaires, à preuve
le conservateur littéraire des frères Hugo, qui tout simplement reprend le titre du conservateur de Chateaubriand. Donc là, non seulement ils ont un père, mais ils ont un allié. Absolument. En d'autres termes, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que après le revirement des romantiques sous la Restauration, qui vont basculer du côté libéral, Chateaubriand restera le père du romantisme. Oui, effectivement, Chateaubriand est vraiment, sous la Restauration, une figure idéale, tant politiquement que littérairement, puisque la plupart des romantiques sont effectivement royalistes. En tout cas, pendant quelques années. Voilà. Je suis toujours très impressionné quand il y a une communication qui m'a mis au fond de source et qui va chercher autant de rien de plus compliqué que d'aller chercher du Chateaubriand chez un tel et un tel et un tel. Toute petite remarque pour cadeau. La maison de Chateaubriand avait acheté il y a 2 ans un livre d'un auteur que plus personne ne connaît et qui était parfaitement inconnu à son époque, qui s'appelle Simon Pécontal, et qui avait dédié la préface de ses œuvres poétiques à Chateaubriand, et dont on a en fait une lettre de Chateaubriand à Simon Pécontal, où Chateaubriand justement discute avec lui de cette paternité du romantisme. Ça m'intéresse, comme ça je pourrais compléter pour la publication. Utilisez-la parce que oui. Avec plaisir, merci beaucoup Pierre. Et deuxième chose, je ne sais plus quand est-ce que Victor Hugo a publié sa lettre au démolisseur, mais je crois que c'est quelques mois après la lettre à Juliette Récamier, mais aussi un article paru à propos de Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est-à-dire que la lettre à Juliette Récamier à propos du saccage de Saint-Germain-l'Auxerrois à l'issue d'une messe qu'il ne fallait pas faire, donne lieu à une émotion patrimoniale de sa part, et je crois, mais je ne suis pas sûr du tout, que d'une certaine manière, il a eu raison de se revendiquer le grand-père du romantisme si après Victor Hugo l'emboîte et écrit et décide de prendre la plume pour pouvoir défendre des causes patrimoniales. Très bien, merci. C'est effectivement revérifier les dates, les coïncidences possibles. Donc merci beaucoup pour ces éclairages. Madame, vous avez oui, Albert Thibaudet cite, mais je ne me rappelle plus où, il cite un manifestant des Trois Glorieuses qui s'exclame sur sa barricade « Les romantiques ont perdu ». Et évidemment, ça laisse assez perplexe, au sens où vous en parliez, les romantiques ont perdu. Et d'autre part, Stendhal, avec Racine et Shakespeare, lance un mouvement parallèle qui s'appelle le romanticisme, puis qui n'aura évidemment pas la même ampleur, faute de moyens sociaux, je dirais, dans le cas de Stendhal, pauvre petit demi-solde. Et la logique du romanticisme, c'est de retourner à Shakespeare, parce que, dit-il, Chateaubriand est outrageusement enflé et gonflé et insupportable pour sa sensibilité, qui veut revenir à un langage beaucoup plus direct, beaucoup moins prêté que Racine, mais qu'il ne retrouvera absolument pas dans le romantisme de Chateaubriand, ni de Victor Hugo d'ailleurs. Donc il y a des mouvements parallèles, et la décennie est très compliquée. Stendhal n'aime pas la cime indéterminée des forêts. Absolument, comme Maurice d'ailleurs. Effectivement, j'aurais pu nuancer en parlant effectivement de Stendhal, qui justement lui ne va pas chercher comme père du romantisme Chateaubriand, d'autant plus qu'il a joué un rôle, Stendhal, très important dans la querelle, puisqu'il a répondu au discours sur le romantisme d'Auger. Donc oui, tout le monde ne veut pas forcément récupérer Chateaubriand, notamment pour des questions de style chez Stendhal. Il fait un peu bande à part. Le grand modèle du Victor Hugo, par exemple, et du drame romantique, c'est précisément Shakespeare, qui n'est pas du tout le modèle de Chateaubriand. Exactement. Oui. Non, le mot de romantisme. Il faut partager la parole. Monsieur, allez-y. Oui, je suis un petit peu gêné parce que on parle de publicité avec Chateaubriand. Pour moi, j'avais la notion de la presse commençait à se divulguer, c'est avec Girardin à partir des années 30-36, donc après la Restauration. Donc la publicité Chateaubriand, ce sont les volumes qu'il publie, où il y a déjà quelques journaux, j'ai pas lu, peut-être le journal des débats existait sans doute à ce moment. Oui, le journal des débats, bien sûr. En tout cas, je vous remercie monsieur, parce que vous
me faites comprendre qu'il faut que je publie ma thèse, il y a effectivement de la publicité avant 1836. Effectivement, on dit 1836, l'an 1 de l'ère médiatique, à cause de Girardin, du roman feuilleton, de la presse. Mais il se passe des choses avant et la publicité est déjà très présente. Alors Fabienne Bersegol en avait très bien parlé aussi dans son introduction chez Honoré Champion à Atala, où elle dit qu'il y a une véritable campagne publicitaire. Après, le mot que j'ai donné de dévorer du démon de la publicité, c'est un mot de François de Jaucourt en 1815. Ce serait long de parler de toutes ces stratégies publicitaires. C'est vrai que cela peut gêner, on peut se dire que c'est anachronique, et pourtant il y a des réalités qui sont incontestables. Voilà, non, je voulais pas dire ça, mais il y a des réalités qui sont là et qui montrent qu'il y a vraiment des stratégies publicitaires sous la Restauration et même avant, mais sous la Restauration puisque c'est l'époque à laquelle je me suis consacrée. J'en profite justement pour rebondir sur votre question, publicité et puis débat littéraire. La carrière de Chateaubriand, elle est quand même ponctuée par des gros débats littéraires. La publication d'Atala, la publication du Génie, la publication des Martyrs, à chaque fois, mais c'est invraisemblable le nombre d'articles qui sont produits, parfois extrêmement violents. Sainte-Beuve disait, il parlait du silence de l'Empire, c'est qu'en fait, on n'avait pas tellement le droit de parler de politique dans la presse et qu'en revanche, on pouvait parler de littérature. D'où l'inflation des débats à ce moment-là. Et justement, le débat romantisme-classicisme, même si le mot ne figure pas encore exactement à ce moment-là, mais enfin, il y a les écrits fondamentaux de Sénancourt, très peu diffusés, c'est vrai, mais qui sont dans ces années-là, 1807, je crois, du style descriptif dans la littérature, il me semble. C'est ça, Béatrice? Et c'est exactement le débat. Donc, moi, la question que je me posais sur votre travail, enfin la manière dont j'ai compris votre travail, c'est que entre le débat littéraire, qui est déjà celui classique contre romantique, sous l'Empire, et dès la parution d'Atala, vous avez cité l'abbé Morlaix, par exemple. Et il y a Morlaix, il y a Custine, on est sur des époques très très différentes. Je me demande s'il n'y a pas deux choses qui vont changer. La première, c'est tout simplement, comme vous l'avez très bien dit, enfin, si j'ai bien suivi votre discours, que Chateaubriand est vieux, et que donc, il peut être un père, que Victor Hugo ne pouvait pas être, parce qu'il est trop jeune, par exemple. Et là, on a une espèce de mise en scène de la figure de l'auteur qui est intéressante. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que le débat se cristallise dans les années de l'Empire sur la manière d'écrire. Et que dans tout ce que vous avez cité, le débat se cristallise sur le mal du siècle, sur l'éthique, voire la psychologie romantique. Est-ce que c'est ça pour vous, la différence entre le débat sur le romantisme sous l'Empire, qui existe déjà, avec tout le développement dans la presse, très important, le journal des débats qui s'appelle le Journal de l'Empire, à ce moment-là, et puis l'époque qui vous a intéressé, celle de la Restauration? Je dirais que les reproches qui sont faits au style persistent encore sous la Restauration. Donc rien de nouveau sous le soleil, non, effectivement. Mais il y a effectivement le reproche psychologique qui s'exprime davantage. Notamment, aussi on y a accès parce que tout simplement la presse s'empare de la question littéraire, la querelle des classiques et des romantiques. Donc on a beaucoup de brochures, on a beaucoup de discours qui se prononcent à ce sujet. C'est parce que justement le mot commence à être employé, parce que justement il y a une inquiétude de la part des classiques vis-à-vis de cette littérature nouvelle, qu'on va multiplier les reproches à l'égard du romantisme. D'où peut-être l'hésitation de Chateaubriand lui-même à se revendiquer père du romantisme, parce qu'il est fier de sa petite musique, hein, comme disait Céline, de son propre style, mais en revanche pas fier d'avoir créé des générations de René, comme Goethe avait créé des générations de Werther et de suicidés. C'est ça sans doute qui fait son hésitation. Oui. Il a toujours du mal un petit peu à se positionner, hein, il le dit, et puis après je laisserai la parole à Gérard, que voilà, et Guy Berger aussi, que son oreille est classique, son esprit romantique. Il n'empêche que ses détracteurs trouvent justement que son style... voilà, donc c'est très complexe. Mais je laisse la parole à Gérard Jean. Non, mais pour verser une pièce à ce grand dossier du débat sur le style sous l'Empire, sous une plume qu'on n'attend pas sur ce terrain-là, qui est celle de Bonald, qui, lorsqu'il fait une recension du génie du christianisme, dit que le style de Chateaubriand procure de l'émotion, qu'il parle à la sensibilité. Il le redira à propos des martyrs.
Il y a 3 articles de Bonald. Sur les martyrs. Celui sur le génie chrétien a été récemment redécouvert, puisqu'il n'était pas signé Bonald, mais on sait que c'est de lui. Guy, vous aviez... Non, ce que je veux dire, c'est que le mot de romantisme n'est pas de Chateaubriand, donc chacun sait, comme il a été dit, il est de Rousseau. C'est un mot. Et même romantique, pas c'est romantique. romantique, mais romantique oui. pour désigner Oui, des c'est vrai. paysages. Ouais, C'est vrai. Les rives du lac de Vienne. C'est un mot qui renvoie au fond à deux choses, assez vite, mais de façon un peu confuse. D'une part, au refus des règles classiques, telles qu'elles étaient exprimées, par exemple, dans l'art poétique de Boileau, hein, et deuxièmement, à, je dirais, un thème qui est particulièrement exprimé dans Werther, d'autres, enfin, qui est celui des émotions, hein, l'importance des émotions. Alors, avec Chateaubriand, accepte ce mot, au fond, et il n'est pas mécontent, à partir d'Atala, de son premier livre. C'est pour ça qu'on fait, que certains pères que vous ont cités, et encore maintenant la littérature, ce sont les historiens de la littérature, font partir le romantisme français de 1801. En plus de ça, ça a l'avantage de le faire naître en même temps que le romantisme allemand de l'Athénéum, qui est également de 1801, et du romantisme anglais, qui est celui des Lyrical Ballads de Wordsworth et de Coleridge. Donc il y a un petit groupe d'années où dans les 3 principaux pays d'Europe, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, naît une même école politique. Alors c'est un peu reconstruit, c'est un peu français. Alors ce qu'il faut voir, c'est que je crois que Chateaubriand l'a accepté longtemps, assez content, au fond de la publicité extérieure, mais qu'il l'a, il ne faut pas oublier, qu'il l'a attaqué fortement, et vous aviez donné une citation, dans un ouvrage qui est l'essai sur la littérature anglaise. Dans l'essai sur la littérature anglaise, vous avez toute une partie où il critique notamment, et où il dit « je ne veux pas être le père du romantisme ». Enfin, c'est le sens. C'est le sens. Et alors, c'est le romantisme de quoi? Du drame. Et du drame de Victor Hugo, enfin, en France, du drame de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas. Il me semble que le terme, je me trompe peut-être, hein, que le terme que Chateaubriand revendiquerait, parce qu'il n'y a pas tant de texte là-dessus, c'est pas tellement le terme, en tout cas dans le génie du christianisme, donc dès le début, c'est pas tellement le terme de romantique que le terme de moderne. Oui. Il se veut moderne. Oui, c'est ça. Et la modernité, le mot figure pour la première Et fois. il se laisse dire romantique. Et c'est comme ça qu'il définit l'époque moderne dans le génie du christianisme. D'où les romantiques ont perdu, parce que les catholiques ont perdu. Et c'était, pour Chateaubriand, c'était ça l'essence de la modernité dans le génie. Je vous propose qu'on discute un petit peu autour de jus de fruits, de petits biscuits, etc. Et puis on terminera avec une conclusion. Restez avec nous, je vous en prie. Oui, on vous en prie.